Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on en est au 8e épisode sur la COVID-19 et la dictature mondiale. Je vous avais dit avant-hier que je vous expliquerais qui est Pierre Barnérias, le journaliste que j'ai cité dans une vidéo concernant les médias d'information, parce que là, actuellement, on est dans le chapitre sur les médias. L'influence déterminante des médias de masse, c'est le titre du premier chapitre. Donc, qui est Pierre Barnérias? C'est un journaliste qui est violemment attaqué car il est intègre et il accepte de prendre tous les risques pour donner la parole à ceux qui ne peuvent pas s'exprimer dans les médias sans être censurés et dénigrés. La série de documentaires Hold Up, qui a été très populaire là, et très controversée aussi, ce qui prouve que c'était solide comme documentaire. Donc, la série de documentaires Hold Up, il y en a eu un deuxième, Hold On et Hold Out, 3 très bons documentaires, gênent énormément les profiteurs du système et les criminels en bande organisée. Il a 2 nouveaux projets inacceptables pour les élites pourries qui contrôlent le monde. En premier lieu, sortir un documentaire sur la pédocriminalité, ce qui est fait à l'heure actuelle, un sujet tabou surtout au sein des élites psychopathes. Deuxièmement, monter une agence de presse concurrente à l'AFP. L'AFP, c'est l'agence France Presse, parce que Pierre Barnérias est un Français, pour permettre l'équilibre de l'information. Chapeau l'artiste! Je vous ai parlé aussi des centres de pharmacovigilance avant-hier, dont le VERS ou le VAERS, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, qui est aux États-Unis. Ce sont des lettres VEARS qui veulent tout simplement dire en anglais Vaccine Adverse Events Reporting System, que je pourrais traduire par Centre de rapport d'effets indésirables des vaccins. Ça, c'est le centre de pharmacovigilance aux États-Unis. Il y en a un autre aussi en Europe, Eudravigilance. C'est... OK, un instant, je regarde quelque chose. OK, c'est parfait. Le centre Eudravigilance, qui veut dire European Union Drug Regulating Authorities. C'est un pharmacovigilance est le réseau européen de traitement des données et le système de gestion pour la notification et l'évaluation des effets indésirables suspectés de médicaments qui ont été autorisés ou en cours d'étude dans des essais cliniques dans l'espace économique européen. L'Agence européenne des médicaments, EMA, exploite le système au nom du réseau de régulation des médicaments de l'Union européenne. OK, là, on va être prête à continuer la lecture du premier chapitre, l'influence déterminante des médias. Pour récapituler un peu, comme je vous ai dit tantôt, je vous parlais de la vidéo qui s'appelle « Délires gouvernementaux
d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui en appelle à l'importance de la censure mondiale. C'est là qu'on était rendu avant-hier. Je continue. On est à la page 29. De toute évidence, la propagande ne veut pas d'un débat. La propagande participe à l'endoctrinement, au matraquage, à l'intoxication psychique ou au lavage de cerveau. C'est toutes des synonymes. La propagande entreprend n'importe quel type de manipulation pour nous faire adhérer au programme gouvernemental, jusqu'à diaboliser systématiquement, calomnier, étiqueter ceux qui essayent de contredire le récit. Alors, je vous cite encore le professeur universitaire en propagande, Marc Crispin-Miller. C'est toujours lui qui parle. Je pense spécialement, dit-il, aux véricateurs, non, pas véricateurs, vérificateurs de faits. Les fact-checkers, vous avez sûrement entendu cette expression, les fact-checkers. Alors, qui sont-ils? Ils s'appliquent à une nouvelle forme de traitement journalistique, une forme très particulière, vous allez le voir. Ils travaillent à la vérification, la véracité, la pertinence des propos tenus par des orateurs. Veillons toutefois, c'est là que c'est intéressant, veillons toutefois à investiguer nous-mêmes sur les déclarations de ces contestables fact-checkers. Ça, c'est le pro de la propagande qui parle. Le professeur universitaire mondialement reconnu, Marc Crispin-Miller. Elles se révèlent parfois vides de sens, les déclarations des fact-checkers, sans réelle et solide vérification d'arguments. Comme on dit, ça vole pas haut. Alors, je pense spécialement aux vérificateurs de faits, fact-checkers, qui ne proposent pas des contre-arguments minutieux. Ils n'offrent pas de contre-preuves. Klaus Schwab les engage à gros prix. Qui est Klaus Schwab? C'est un économiste allemand, fondateur du Forum économique mondial en 1971. Il en fut le président dès sa fondation, dis-je, jusqu'en mai 2024. Et là, je vous invite à voir une vidéo dont le titre est « Klaus Schwab engage des millions de guerriers de l'information pour prendre le contrôle d'Internet ». C'est sur crownbanker.com et ça a été placé sur Internet avant octobre 2023. Donc, pour les personnes qui ont le livre en format numérique, je vous invite à aller à la page 29 et vous cliquez sur le lien de cette vidéo-là qui est au centre de la page et ça va apparaître tout de suite sur votre écran. Ce serait une bonne chose de prendre tout ça en note parce que les vidéos viennent confirmer ce que je dis. Et si quelqu'un vous demande où c'est que tu as pris tes informations, eh bien, vous allez directement leur montrer, ce qui est un avantage incroyable pour montrer aux gens qui ont des doutes sur ce que j'avance aujourd'hui,
bien, il ne devrait peut-être pas avoir autant de doutes. À ce moment-là, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement dire le titre de la vidéo et la page où elle se trouve. Et je vous invite à aller télécharger mon manuscrit en allant sur ma page Facebook à Solange Thibodeau, Thibodeau, c'est bien important, sinon vous ne me trouverez pas, D-E-A-U. Et puis, là où vous pouvez télécharger mon livre, c'est à la première publication de ma page Facebook. Donc, je continue la lecture. En principe, les médias doivent précisément servir de forum où tous reçoivent l'autorisation de faire valoir leurs arguments. Une bonne gouvernance démocratique exige que nous prenions note de tous les aspects de la question. Pas juste ce que le gouvernement dit. Il faut faire le tour pour être sûr qu'on est dans la vérité. Tout comme une méthode scientifique sérieuse exige que nous entendions toutes les dimensions de l'analyse. Les médias se révèlent particulièrement coupables de leurs efforts délibérés, de leurs arguments conspirateurs, comploteurs, car ils favorisent des gens comme le docteur Fauci des États-Unis en diffamant ceux qui les critiquent, comme ils le font depuis des décennies d'ailleurs. Et là, moi, je vous mets un petit commentaire personnel dans le livre. Dr. Anthony Fauci est un immunologue américain. Il est depuis 1984 le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, un centre de recherche du département américain de la santé. C'est un monsieur qui a une très grande influence aux États-Unis dans le domaine de la santé, mais on va voir plus tard que son influence, elle est plus négative que positive. Elle est plus corrompue que sincère. On verra tout ça à travers le livre. Ce fonctionnement des médias, reprend Marc Crispin-Miller, ne date pas uniquement de 2020, voire également la période du VIH-Sida. J'en parle plus loin dans le livre. Comme Maître Robert F. Kennedy Jr., qui est-il, ce monsieur Kennedy? C'est le neveu du défunt président John F. Kennedy et il est un politicien américain, un avocat spécialisé dans le droit de l'environnement. Il a gagné un procès historique contre Monsanto en 2018. Il milite en tant qu'anti-vaccin, soutenant la théorie du lien entre vaccination et autisme. Il y a des gens, des parents qui ont tellement souffert du fait que soudainement, des fois du jour au lendemain, leur petit bébé d'1 an, 1 an et demi, 2 ans est devenu tout à coup autiste et qui ont régressé dans leur évolution, des horreurs totales. Il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus. Je vais les citer plus loin dans le livre. Alors, Robert Kennedy dénonce également comme une véritable supercherie le narratif de la crise COVID. Alors, c'est quelqu'un qui connaît son affaire aussi.
Robert Kennedy Jr. Le vrai visage d'Anthony Fauci. Non, OK, non, je recommence ma phrase. Là, vous allez être perdu, puis je suis moi-même, là. Comme maître Robert F. Kennedy Jr. nous l'apprend dans son livre « Le vrai visage d'Anthony Fauci », la presse sert volontairement ses puissants bureaucrates et désinforme grossièrement et dangereusement leur public partout sur la planète. Et là, c'est maître Viviane Fisher qui prend la parole. Comme je vous expliquais, ils sont plusieurs dans l'enquête du tribunal de l'opinion publique, et puis ils se parlent, se questionnent, se répondent. Alors, on est autour de maître Viviane Fisher, avocate en Allemagne, et elle prend la parole en disant à monsieur le professeur Mark Crispin-Miller, vous précisiez aussi que le phénomène s'étend sur toute la surface de la Terre. J'avoue que je me sens étonné, abasourdi, qu'une histoire semblable apparaisse partout dans le monde, simultanément. Comment ça se fait? Oups, excusez, ça a brassé un peu. Comment est-ce qu'un phénomène comme celui-là peut exister? Nous constatons inlassablement, dit-elle, les mêmes expressions et les mêmes termes, comme, par exemple, aplatir la courbe. Ça va se dire aplatir la courbe, mais dans toutes les autres langues des autres pays. Aplatir la courbe, la distanciation sociale, etc. De drôles d'expressions qu'on n'entendait pas avant 2020. Ces mots figurent comme nouvelle création langagière. À partir de 6 minutes 28 secondes, vous pouvez entendre tout ça dans la vidéo dont le titre est « Totalitarisme et science, dévoiement du langage ». Ça a été placé sur crownbunker.com avant octobre 2021. Vous trouverez cette référence-là à la page 30. J'évalue comme peu probable qu'au même moment, ces termes identiques surgissent comme par hasard dans l'esprit des politiciens d'une foule de pays différents aux cultures dépareillées. Même chose concernant leurs responsables de la santé, leurs soignants et leurs experts, comme le docteur Drosten, qui est un virologue allemand accusé, voir à la page 172, parce que le tribunal de l'opinion publique ont ciblé 6 personnes et instances accusées dans la crise COVID comme étant des criminels à pénaliser. Et le docteur Drosten fait partie de ceux-là. Comment peuvent-ils employer tous en chœur ces mêmes élocutions originales en exploitant bien précisément les mêmes images figuratives? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? J'imagine qu'une source d'inspiration commune relie chaque pays à des expressions minutieusement choisies et préétablies. Vous voyez, on revient souvent sur le fait que les choses ont été organisées d'avance. C'est pas trop bon signe. Ça ressemble à un coup monté sérieusement. En Allemagne, un document désigné de,
écoutez le mot, désigné de panique, circule et il est divulgué par le ministère de l'Intérieur. Ce manuscrit suggère d'introduire l'affolement général. Ils ont réussi. L'affolement général dans la population. Il est question notamment qu'une grand-mère risque de mourir si ses petits-enfants l'infectent de manière asymptomatique en l'embrassant. Qui n'a pas vu cette publicité affreuse et complètement, aujourd'hui, quand après toutes les informations que j'ai eues, je suis obligée de dire que c'était une publicité insensée, débile, malheureusement. Ce type d'image et ce genre d'idées semblent circuler dans plusieurs pays comme au Canada et en Angleterre. Comment expliquer une telle improbabilité? Pensez-vous, comme moi, dit Viviane Fischer à M. Crispin-Miller, pensez-vous, comme moi, qu'une sorte de source unique alimente les médias dans un discours à répandre uniformément? Un narratif commun, prédéterminé plutôt, à distribuer et à propager par les journalistes de chaque pays? Ceux-ci et les politiciens savent-ils d'où émergent ces mêmes récits? Ceux qui répètent curieusement la même histoire? Même si personne ne divulgue avec certitude cette source commune, serait-il secrètement dirigé? S'agit-il d'une coïncidence ou d'autres aspects interviennent-ils? Mark Crispin-Miller lui répond « Impossible d'y entrevoir un hasard fortuit. Quand vous observez ce genre d'unanimité, l'évidence se fait criante. Bien sûr, ne voit-on pas l'humanité entière et les médias mondiaux répéter, écoutez bien là, tout ça, là, les mêmes mots, les mêmes expressions, au point de devenir littéralement inéluctables? Chaque chaîne de télévision regardée, chaque publication lue, martèle les mêmes notions. Martèle vient du mot marteau. On nous enfonce des idées à coups de marteau dans la tête. Elle répète ces notions-là, les mêmes concepts, en employant un langage uniforme et visiblement préprogrammé. Mark Crispin-Miller revient souvent sur cette expression-là. Pour tous les médias de masse, je ne vois pas comment quiconque peut demeurer suffisamment crédule pour affirmer que ces redites surgissent par pur hasard. Les systèmes médiatiques dans le monde entier proclament mot à mot ou presque le même message. Ils diffament aussi exactement le même type de personnes par des termes identiques. Rien d'anodin dans tout cela, dit-il. 5 sociétés multinationales restent essentiellement responsables d'environ 90% de tout le matériel reçu. C'est énorme. Quand une entreprise donnée possède un grand nombre de stations de télévision locales, il lui devient très facile de fournir un même script.
Elle l'achemine à toutes ses équipes de journalistes partout dans le pays parce qu'elle siège sous le même toit. Les gens travaillant dans les médias mordent beaucoup plus facilement à l'hameçon. En tant qu'employés de ces énormes multinationales, on les persuade aisément d'exploiter le script reçu. Il faut aussi mentionner l'apport financier très significatif de la Fondation Gates. Bill Gates, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'apport financier très significatif de la Fondation Gates aux médias. Ainsi, la compagnie Pfizer, qui sont dans le fond, à la racine d'une foule de vaccinations, entre parenthèses, la compagnie Pfizer exerce sa volonté sur eux grâce à l'immense fortune qu'elle dépense en publicité. La richissime fondation de Bill et Melinda Gates soutient un nombre important de ce qu'elle appelle ses partenaires stratégiques en rapport aux médias. Alors, Bill Gates, qui est-il? C'est un informaticien, entrepreneur et multimilliardaire américain. Il est connu pour être le cofondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusqu'en 2014. Grâce au succès commercial de l'empire Microsoft, il est l'un des hommes les plus riches du monde depuis longtemps, 1992. Le magazine Forbes le consacre 18 fois homme le plus riche de l'année entre 1994 et 2017. En 2021, malgré sa mise en retrait de la plupart de ses fonctions, Bill Gates reste la 4e fortune de la planète avec 124 milliards de dollars. Il n'est pas millionnaire, mais milliardaire, et non seulement milliardaire, mais 124 fois milliardaire. Ça commence à faire pas mal d'argent. Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill et Melinda Gates, qui a pour mission, entre guillemets, d'améliorer la santé à l'échelle mondiale, entre autres avec la planification familiale. Ça, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'euphémismes dans la crise COVID. Planification familiale en est une, c'est plutôt la stérilisation familiale qu'il faudrait mettre. La planification familiale, c'est pour réduire le plus possible la fécondité des couples. OK. Bill Gates a pour supposée mission d'améliorer la santé à l'échelle mondiale, entre autres avec la planification familiale, le développement de l'agriculture et la vaccination, bien entendu. OK. Où en suis-je? Là, M. Miller continue en nous disant ceci. Je crois que la Fondation Bill et Melinda Gates dépense plus de 300 millions de dollars dans ses partenariats avec le New York Times, la BBC et The Atlantic. La Columbia Journalism Review
a publié un très bon article à ce sujet l'an dernier. Il est écrit que la Fondation Gates déclare 250 millions de dollars de dépenses en leur faveur. Robert F. Kennedy Jr. s'exprime dans la vidéo suivante. Le titre est « Bill Gates achète des médias pour contrôler l'actualité ». C'était placé le 18 octobre 2020 sur Internet. Et si vous voulez voir cette vidéo, vous allez dans mon livre numérique, format numérique, à la page 31. Depuis, continue Marcus P. Miller, je pense que ce chiffre monte encore en flèche. C'est une puissante motivation pour les médias qui les conduit à se concentrer uniquement, c'est important comme mot, sur un narratif particulier et à diffamer ceux qui affirment le contraire. On parle de conflit d'intérêts carrément. On va vous donner de l'argent si vous dites ce qu'on veut que vous disiez. C'est simple comme ça. Nous sommes maintenant aux prises avec un système de médias enragé et antidémocratique à la place du système médiatique démocratique dont les responsables et le public américain disposaient autrefois. C'est du passé, malheureusement. Une structure mobilisée pour mettre fin à la démocratie, me semble-t-il. Au cours des dernières années, l'institution du journalisme a subi une sorte d'effondrement éthique, une méchante dégringolade, si vous voulez mon avis. Le système médiatique se révèle aujourd'hui corrompu par les publicités et la concentration des entreprises. Donc, on a ici un sous-titre qui est « École » avec un S de journalisme. Essentiellement, dans les écoles de journalisme, ce qu'on enseigne concerne l'obtention d'un emploi dans ce milieu et la façon de le conserver. Les étudiants m'apprennent qu'ils ne reçoivent aucun enseignement sur la manière de publier une histoire allant à l'encontre de la tendance générale. Fait qu'on voit tout de suite la mentalité. Vous allez toujours dans le sens gouvernemental, toujours dans le sens qu'on vous dit. Que ce soit vrai ou pas, on s'en balance. Oh, c'est pas ce que ça a déjà été comme journalisme. Cette réalité implique, je suppose, que leurs professeurs ne les encouragent pas à s'y investir dans ce qui va à l'encontre de la tendance générale, évidemment. Les enseignants dans les écoles de presse possèdent une longue feuille de route en tant que rédacteur ou ancien journaliste à succès. Autrement dit, ils se comptent parmi ceux qui sont parvenus à garder leurs emplois. On est encore dans la question de garder un emploi rémunérateur et à prendre leur retraite dans de bonnes conditions. Encore des motifs d'argent. Il aurait alors offert un poste d'enseignant dans un programme universitaire de journalisme. Par contre,
Je ne connais aucun étudiant dans cette discipline qui ne s'attendrait pas à une déclaration de l'un de ses professeurs sur la nécessité de rester sur ses positions, et de chercher la vérité, quoi qu'il advienne. L'intégrité d'abord. Je doute fort que ce genre de comportement reçoive aujourd'hui des encouragements et des récompenses. C'est pas ça qu'on voit du tout. Cette attitude subit plutôt la sanction. C'est là la corruption, c'est là le drame. Imaginons qu'un journaliste accorde de l'importance à n'importe quel contre-récit puissant, notamment celui de la COVID, des masques, des tests PCR et tout ce qui s'y rattache. Vous n'osez pas attaquer ceux qui prennent ces positions. Le gouvernement, entre autres, car vous tenez fortement à garder votre emploi, puisque les instances journalistiques sont achetées. Eh bien, les employés qui sont les journalistes, ils ne veulent pas perdre leur emploi. Alors le patron dit « fais ceci », alors il fait cela. Mark Crispin Miller dit « Je compatis avec ces journalistes. Ils se sentent piégés dans la nécessité de gagner leur vie et celle de leur famille. » J'en ai parlé un peu aussi avant-hier. Ils font face à des crédits, à des factures, etc. On connaît tout ça. Sans parler de l'extrême fierté qu'ils éprouvent dans leur appartenance à cette profession prestigieuse. Être journaliste, c'est pas être vidangeur au niveau du prestige social. C'est un petit peu plus élevé. Une fascination difficile à renoncer, car elle prend énormément d'importance pour eux. Ça flatte leur ego, évidemment. Vous sacrifiez les avantages nommés plus haut si, en un clin d'œil, vous rejoignez les rangs des théoriciens de la conspiration et des antivax. C'est un enjeu majeur. Vous faites une croix sur les bienfaits de votre profession si vous adhérez à n'importe quel thème controversé, comme celui de la COVID, la dictature mondiale. Si vous adhérez à n'importe quel thème controversé ou dénigré par la société en général. Cependant, dès le premier jour d'une formation en journalisme, la notion fondamentale à assimiler consisterait, voyez le mot là, au conditionnel, consisterait à ne pas rejeter une histoire parce que certaines personnes l'analysent comme farfelue. Pourtant, cet élément essentiel du journalisme ne s'enseigne plus dans les cours de journalisme. Les journalistes manquent à leur mission. C'est leur vocation. C'est comme un pompier. Sa mission, c'est d'éteindre les feux. Mais s'il ne le fait pas, il manque à sa mission. Les journalistes manquent à leur mission s'ils écartent une réflexion sur un thème précis en fonction du fait que les autorités n'apprécient pas leur point de vue. De même, s'ils le font pour la simple raison que le gouvernement s'objecte à l'idée que le public prenne connaissance de leurs propos. Le journaliste authentique et consciencieux se montre assidu à suivre quoi? À suivre les preuves de ce qui est raconté, jusqu'à ce qu'elle le mène
à la vérité. C'est ça son affaire, c'est ça qui est sa job, c'est ça sa mission, sa vocation. Il existe encore un autre facteur de dissuasion. Le système médiatique et ses propriétaires font de plus en plus d'efforts pour réduire les coûts, encore l'argent, et augmenter les revenus. Ça va ensemble. Alors, ils enlèvent inexorablement les financements pour le journalisme d'investigation, le journalisme de recherche qui va au fond des choses, qui ne s'arrête pas à la surface. Car ce dernier s'avère très coûteux. Pour qu'un journaliste accomplisse un excellent travail sur un sujet exigeant du temps, des efforts et des recherches, il faut que son employeur choisisse de le payer sur une longue période. Donc, ça coûte cher à l'employeur, c'est-à-dire durant des semaines et des mois parfois, afin qu'il travaille en toute liberté sur ce qu'il doit livrer au public. Ce qu'il doit livrer au public, on revient encore sur la dimension de la mission, la vocation du journaliste. Ainsi, le journalisme d'investigation se fait rare. À partir de 31 minutes et 33 secondes, le journaliste et écrivain français André Berkov nous parle de ce sujet. Le titre de la vidéo à voir sur ce thème, qui confirme ce qui a été dit par Mark Crispin Miller, c'est « Le journalisme mainstream est mort, place aux résistants ». Elle a été placée, cette vidéo, le 7 novembre 2023. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui et on se reprendra pour un 9e épisode. Bonne fin de journée à tous. Ah oui, un instant, avant que je vous laisse, j'ai oublié de vous dire que la vidéo que je viens de vous parler sur le journalisme, vous la trouvez à la page 32, à la fin de la page, en bas de la page. OK, bonne journée tout le monde!